Bonjour à tous, bienvenue dans cette 44e vidéo de mon challenge crypto, bientôt la moitié. Aujourd'hui, je vous propose de parler de IOTA, et du coup, on est parti tout de suite. Donc, qu'est-ce que c'est en une phrase IOTA? C'est un des leaders dans le Web3 en ce qui concerne l'IoT. L'IoT, c'est l'Internet des objets, c'est-à-dire tous les objets connectés en fait. Donc si vous avez par exemple un frigo connecté, il y a un lien IoT là-dedans, c'est-à-dire que frigo connecté, il faut comprendre que sur votre téléphone vous avez une appli connectée à votre frigo qui transmet de façon régulière des informations du type quelle est la température du frigo, quels sont les ingrédients qui sont dedans, quels sont les aliments qui sont dedans, éventuellement ça peut vous dire ce que vous avez besoin d'acheter pour votre liste de courses, et donc il y a de plus en plus d'applications de ce genre-là, notamment dans les objets de tous les jours, hein. Ça peut être un collier spécifique pour votre animal de compagnie qui vous dit où est-ce qu'il est, donc il le géolocalise, qui va avoir du coup la capacité de dire quelle est sa température corporelle, ce genre de choses. L'idée c'est qu'il y a plein de données à transmettre, d'informations à transmettre, et que IOTA, du coup, la blockchain dont on va parler là, qui n'est pas une blockchain du coup, le réseau dont on va parler là, va permettre de transférer ces données de façon très rapide, de faire des paiements également, mais on verra que l'idée c'est que ce soit très peu cher. Donc comme je l'ai dit, et d'ailleurs j'ai fait le lapsus, j'ai dit blockchain, ce n'est pas une blockchain, c'est une DAG, une DAG, et on reviendra dessus dans la partie technique. Donc qu'est-ce qu'on voit actuellement? Quelques chiffres. C'est en 68e position par la capitalisation, qui est d'ailleurs de 461 millions de dollars. Les volumes sont assez faibles également. Je dis également parce que c'est le cas sur beaucoup de cryptos qu'on voit entre la 50 et 60e capitalisation. On est à 7,6 millions. Donc on voit que là, il n'y a quand même pas trop de mouvement. Et on a un cours, au moment où je fais la vidéo, de 0,16 dollars pour un token IOTA. Ça a été fondé en 2014 par trois personnes, trois techniciens du coup de ce domaine-là. Initialement, le projet était un projet de processeur pour l'IoT, donc ils voulaient créer des microprocesseurs pour ces technologies-là. Le projet s'appelait Gene. Ils ont émis des tokens, ils ont fait une première tentative dans le monde un peu Web3 via la tokenisation. Et pour des craintes de régulation, de comment ils s'étaient positionnés, etc., ils ont voulu changer un peu de projet, changer d'approche, et ils ont créé IOTA du coup. Donc c'est le successeur de ce premier projet Gene. Et le mainnet a été lancé en 2016. Derrière, il y a l'IOTA Foundation, donc qui gère toute la partie gouvernance du projet. Et il est intéressant de noter qu'ils ont émis et vendu leurs tokens dès le début. Et au moment où ils l'ont fait, ils ont réussi à récolter 434 000 dollars en BTC. Donc assez peu par rapport à d'autres projets qu'on voit maintenant. Ça donne une idée de quelles étaient les valorisations à l'époque. Donc au niveau de la technologie, il y a beaucoup d'informations. L'idée c'est qu'on est donc sur quelque chose de différent qu'une blockchain, donc une DAG, c'est-à-dire une Directed Acyclic Graph. L'idée c'est que les blocs ne viennent pas les uns à la suite des autres, comme sur une blockchain, ils viennent dans un ordre qui n'est pas déterminé, et ils sont liés entre eux de façon un peu aléatoire, mais chaque bloc va être lié à plusieurs autres blocs. En réalité, j'utilise le terme bloc pour que ça ressemble à une blockchain, mais il n'y a pas vraiment un bloc, c'est plus des informations qui sont stockées et qui sont transmises de façon un peu erratique. L'idée en faisant ça, c'est que du coup, vous n'avez pas les contraintes de la blockchain, vous êtes beaucoup plus scalable. Le système de validation est très différent. Vous comprenez qu'il n'y a ni mineur ni validateur, parce qu'on n'est pas sur des blockchains. En fait, on est dans un système où quand vous voulez faire une transaction, eh bien, vous devez fournir un peu de puissance de calcul. Donc ça coûte pas grand-chose, hein, c'est vraiment n'importe quel ordinateur peut le faire. Et vous avez validé deux autres transactions qui ont eu lieu avant la vôtre. Donc c'est un système qui est très, comment dirais-je, bénéfique, qui fonctionne très bien. Et l'idée, c'est que plus il y a de transactions, plus elles sont sécurisées. Donc, parce qu'en fait, plus il va y avoir de gens qui veulent faire des transactions, plus ils vont eux-mêmes valider de transactions, et donc ça augmente la sécurité et la vitesse du réseau dans son ensemble. Donc c'est incroyable en termes de fonctionnement, mais pour l'instant ça reste quand même limité à peu près 1000 transactions par seconde. Donc il faudrait qu'ils arrivent à développer ça, mais dans l'idée le fonctionnement est vraiment surprenant. Donc comme on l'a dit, c'est très scalable. Par contre, le gros bémol, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait un nœud central qui faisait office de coordinateur général. Donc en fait, toutes les transactions finissaient par passer par ce nœud-là, donc c'est aussi ça qui brille le nom de transaction.
et on avait du coup une très grosse centralisation au final. Donc c'est un peu le point négatif. Je sais qu'ils sont en train d'essayer de développer un moyen de contourner cette problématique-là, mais ils ont fait un test en 2020 de ne pas le faire fonctionner, ce nœud central, et bah, du coup la blockchain n'a pas fonctionné a priori. Donc il y a ce gros point noir, mais le reste est assez surprenant et vraiment intéressant en termes de fonctionnement. Alors, au niveau de la tokenomique, on a une supply totale qui est complètement émise, ça c'est très bien, donc 2,7 milliards. Tout a été mis en 2015. Ils ont directement levé 1337 BTC, qui équivalait, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, à 434 000 dollars. Au niveau de la répartition initiale, on voit que les investisseurs ont eu presque tout, du coup, quasiment 94% des tokens, et la fondation, le projet, ont gardé 6,6%. Donc au final, ils n'ont pas beaucoup de cash, hein. Mais on verra derrière, ils ont des partenariats. Au niveau de l'utilité du token, donc ça sert à faire des transactions sur la blockchain, hein, si vous voulez payer certaines fonctionnalités pour votre frigo en IoT, pour votre collier de chien connecté, pour ce genre de choses, vous pouvez faire les transactions là. Il y a du paiement aussi en peer-to-peer, donc vous pouvez payer des choses, des services ou des objets à d'autres personnes, et ça n'a pas de frais. C'est ça qui est assez costaud sur ce genre de blockchain en termes d'argumentaire, pour l'utilisation j'entends, c'est qu'il n'y a pas de frais, contrairement à une blockchain classique, parce que j'ai dit blockchain encore, mais c'est une DAG, sur une DAG du coup, il n'y a pas de frais. Ça c'est un gros point pour l'utilisation. Par contre, ça pose la question de comment est-ce qu'on génère de l'argent, comment le projet génère de l'argent. Un point quand même, c'est qu'au niveau des transactions, il y a des avantages, il y aura des priorités pour les personnes qui ont du token IOTA par rapport à ceux qui n'en ont pas. Votre transaction ira peut-être plus vite, sera peut-être mise en avant si vous avez du token. Donc, moi, le point que je note, c'est que même si ça semble être super bien, et même si le projet a l'air super intéressant, et que la technologie derrière, elle est super pertinente, je vois pas de réelle raison de hold du token. Vous voyez, il y a ce biais direct, je me dis, bah, ok, mais pourquoi est-ce que les gens en achèteraient? Outre l'utilisation sur la blockchain, pourquoi un investisseur en voudrait? Donc j'ai ce premier point d'interrogation, et pourtant, il semblerait que les gros portefeuilles, les grosses capitalisations, de ce token-là, notamment des entreprises comme Binance et ce genre de choses. Donc peut-être qu'il y a de l'information qu'on n'a pas ou qu'ils anticipent une belle évolution pour ce genre de projet. On va voir que graphiquement, pour le moment, c'est pas très convaincant. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur un projet intéressant. Il est sur un marché qui est tout à fait pertinent, qui est en croissance. On estime le marché de l'IoT environ 20 milliards de dollars en 2024, donc c'est quand même très conséquent. Ils ont des gros partenariats. Parmi ceux qu'on peut connaître, il y a Bosch, il y a Engie, qui est tout à fait français, il y a Volkswagen. Donc c'est pas ridicule, hein. Les gens qui sont intéressés à ce projet-là sont quand même des grosses entreprises. Globalement, dans les choses qu'on peut dire qui ont été intéressantes aussi, c'est que l'UE a fait appel à ce projet-là pour un projet de sécurisation de données. Donc c'est important aussi, c'est quand même une reconnaissance qui est assez forte. C'est-à-dire qu'aussi au niveau de la réglementation, il doit être plutôt carré. Je parle du projet IOTA. L'autre point que je trouve très intéressant, c'est que c'est une alternative à la blockchain. C'est-à-dire que l'essentiel des projets crypto, on les associe immédiatement à la blockchain, et c'est normal, hein, la grande majorité des projets sont liés à des blockchains, et là on voit une alternative. C'est pas la première DAG qu'on voit, mais ça reste quelque chose d'assez rare, et c'est intéressant. J'aime bien avoir ce genre de projet, même si manifestement, ils ont un peu de mal à perf, on dirait bien. Et l'autre point, c'est que le projet existe depuis très longtemps, et au final, il n'y a pas tant d'autres projets qui semblent percer avec cette technologie-là, en tout cas pour le moment. Le point très fort, comme on l'a dit en tant qu'utilisateur, c'est que les transactions sont gratuites, hein, ce qui est complètement dingue, et ce qui permet en fait des utilisations qui sont complètement dingues. Par exemple, si on arrivait à implémenter ce genre de choses dans des vies classiques, dans des fonctionnements classiques, vous pouvez imaginer être payé tous les jours pour le service que vous fournissez. Vous pouvez imaginer un employeur qui vous paye effectivement à chaque heure que vous faites, en fait, parce que comme les transactions sont gratuites, on peut juste avoir un suivi et faire des virements en permanence de façon complètement gratuite et directe. Bien évidemment, ça pose la question du spamming, hein, pour, vous savez, hein, bloquer la blockchain s'il y a trop de transactions. Et il y a quand même des mécanismes qui sont mis en place pour éviter que ça arrive, à voir si c'est vraiment très efficace ou pas. Et le dernier point, c'est qu'il y a quand même des grosses whales, des très gros portefeuilles qui ont cette crypto, qui en possèdent d'ailleurs une partie importante. Donc
ça laisse penser que peut-être il y a quelque chose, ou peut-être que juste ils ont été très très hype au début, et on ira voir sur la courbe, ça ne fait que descendre, et du coup, peut-être que juste ils hold. Mais bon, là, je ne peux que faire des spéculations. Globalement, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a peu d'incitation à avoir le token, et ça pose quand même un problème à mon sens. Hein. C'est-à-dire que si personne ne voit de raison d'avoir le token, à part son utilisation fonctionnelle, bon bah, moi je trouve pas que ce soit très intéressant d'en avoir du coup. Le gros point négatif au niveau technique, c'est la centralisation. Il y a toujours le coordinateur central, et donc ça, bah, c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas, hein, parce que c'est quand même risqué du coup. Et l'autre point, c'est que du coup, il n'y a pas de hype hein, autour du projet. Il existe depuis 2015, on y va voir graphiquement. Globalement, c'est un projet qui perd en intérêt, que les gens achètent de moins en moins au fil du temps. Donc ce que j'ai envie de dire, la courbe fait un peu peur. On va aller voir ça tout de suite. Et donc ça peut rappeler d'autres projets. Hein. On est vraiment sur un triangle, sur une baisse structurelle vraiment, depuis 2015, depuis l'émission, 2007, 2017 du coup, là on a les informations. J'ai pas d'informations qui sont plus anciennes, en tout cas pas sur TradingView. Et on voit que ça ne fait que baisser, hein, mais vraiment que baisser. Hein. Donc là, oui, effectivement, c'était le bull run de 2017-2018. Ça aurait été intéressant d'avoir les petites données d'avant. Mais il n'y a pas, l'info pour le moment. On ira voir sur CoinMarketCap éventuellement. Donc voilà, ça ne fait que baisser. Il n'y a pas énormément d'analyse à faire. Hein. C'est en baisse, c'est en baisse, c'est en baisse. Si vous aimez trader les triangles, mais il y a peut-être quelque chose ici hein, qui se joue. Donc de temps en temps, il y a des rebonds. Hein. Quand il y a eu la grosse baisse en juin, il a repris 50% derrière. Moi, à titre personnel, ça m'intéresse pas trop. Ce qu'on peut dire au niveau des indicateurs, c'est qu'on est quand même en dessous du RSI 30. Donc il a été en baisse aussi hein, tout le temps, on ne sait pas jusqu'où il va aller. Mais en général, la RSI en dessous de 30 a tendance à repump. C'est un indicateur en général, un signal d'achat. Maintenant, il faudrait avoir d'autres indicateurs qui vont dans le même sens. Si vous croyez aux théories des triangles, bah why not. Moi, à titre personnel, bon, ça me suffit pas. Au niveau des volumes, donc là, il y a eu beaucoup de ventes, il y a eu un peu d'achat. Et depuis, ça reste relativement plat, un peu au-dessus de là. Bon, des volumes qui sont quand même très très bas. Et si on va voir rapidement en daily pour se donner l'information sur les moyennes mobiles, on voit que là, la valeur actuelle, nous, c'est 0,16. Le cours actuel, c'est 0,16. La moyenne mobile de 100 jours, c'est 0,31, donc quasiment x2. Bon, pour moi, ça reste assez loin. Il y a une belle... Honnêtement, les moyennes mobiles sont relativement proches et relativement parallèles. Ça peut être un indicateur. Pour moi, c'est un peu léger. Je ne suis pas convaincu. Je vous propose juste qu'on aille voir sur CoinMarketCap si on a plus de données que celles qu'on a vues ici. Et ouais, on a le début de 2017 du coup, le pré-bull run, où on était sur des valeurs qui sont quand même bien plus importantes que maintenant, entre 0,57 et 0,30. Donc de x2 à x3, voire x4. Ensuite, vous voyez, le bull run, il a explosé jusqu'à 5, donc il a fait un x10. Hein. Voire un peu plus, même si vous avez acheté en dessous. 0,11, hein. Ceux qui ont acheté 0,11 et qui ont vendu là, bon, je pense qu'il n'y en a pas, ils ont vendu avant, mais c'est dingue. Et depuis, donc c'est ce qu'on a analysé, hein, une baisse structurelle très très forte, et des plus hauts toujours de plus en plus bas. Moi, à titre personnel, des projets auxquels je fais attention, je reste plutôt éloigné. Tout ce que je voulais dire sur IOTA, merci de m'avoir écouté, et à la prochaine.